Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une histoire d'agence que nous allons vous raconter ce soir, ou plutôt 3 histoires sur 3 agences très différentes les unes des autres. La première concerne la CIA, l'Agence centrale d'information, les services secrets américains et leur rôle dans l'assassinat du président Kennedy. 29 ans après, nous sommes en mesure de verser de nouvelles pièces à ce dossier. La deuxième agence est bien connue de tous les cœurs solitaires et autres célibataires en mal de mariage, c'est l'agence matrimoniale. Quant à la troisième, elle préside aux destinées du monde puisqu'il s'agit de l'ONU que nous aborderons à travers l'un de ses membres, héritier d'une famille de légende, Sadruddin Aga Khan. Agence et compagnie, c'est le 82e numéro d'Envoyé spécial. Envoyé spécial et l'assassinat du président Kennedy, 29 ans après, la version officielle de plus en plus contestée. Kennedy avait commencé un processus de paix, un début de rapprochement avec Cuba, le désengagement militaire au Vietnam. C'était l'arrêt de mort de la CIA. Aujourd'hui encore, la CIA gouverne l'Amérique. Après tout, qui est aujourd'hui le président des États-Unis, sinon l'ancien directeur de la CIA? Envoyé spécial et les agences matrimoniales, un marché en pleine expansion dans la solitude des villes. Le dernier, par contre, là, il a l'air pas mal. Il a le côté Al Pacino, bien, mais grand. Pas comme Al Pacino. Et qu'est-ce qu'il a comme voiture? Il a une Porsche. Envoyé spécial et Sadruddin Aga Khan, itinéraire d'un héritier au service des réfugiés. Il y a 29 ans, le 22 novembre 1963 à Dallas, le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Quelques heures après, la police arrête le coupable, Lee Harvey Oswald. 2 jours plus tard, celui-ci est à son tour assassiné par Jack Ruby, qui mourra d'un cancer quelques mois plus tard. Ça, c'est la version officielle aussi dramatique que rocambolesque, car depuis 29 ans, cette thèse est largement controversée. Après plusieurs mois d'enquête, Arnaud Hamelin et Jean-Pierre Van Gert ont réussi à retrouver de nouveaux témoins qui n'avaient jamais osé parler. Alors que sort cette semaine sur les écrans JFK, le film d'Oliver Stone, Envoyé spécial relance le débat et la thèse du complot. Voici qui a tué John Fitzgerald Kennedy. Le 22 novembre 1963, l'avion présidentiel Air Force One se pose à Dallas. Il est 11h28, John Fitzgerald Kennedy n'a plus qu'1 heure à vivre. Il est accompagné de son épouse Jackie et du vice-président Lyndon Johnson. Pour le président américain en pleine campagne électorale, Dallas est une étape importante. Il a besoin des voix du Texas pour être réélu. Mais sur le trajet qui le conduit au Trade Mart Center où il doit prononcer un discours, plusieurs coups de feu sont tirés sur la voiture présidentielle à la hauteur de Dealey Plaza. Kennedy est mortellement blessé. Un cinéaste amateur filme l'attentat. De Dallas, Texas, le flash apparemment officiel. Le président Kennedy est mort à 13h, heure locale, 14h à New York, il y a 38 minutes. L'Amérique abasourdie apprend la mort du 35e président des États-Unis. Et déjà, cette question, qui a assassiné Kennedy et pourquoi? Les recherches de la police se dirigent immédiatement vers une bibliothèque d'où les coups de feu auraient été tirés. Au 6e étage du Texas Depository School Book, on retrouve un fusil à lunettes. Officiellement, c'est l'arme du crime. À l'autre bout de la ville, moins d'1 heure plus tard, un suspect est arrêté dans un cinéma. Il s'appelle Lee Harvey Oswald. C'est l'un des 50 employés de la School Book Depository. Dans l'avion qui ramène à Washington la dépouille de Kennedy, le vice-président Lyndon Johnson prête serment en présence de Jackie. 38 minutes après la mort de Kennedy, il devient ainsi le 36e président. Le lendemain, le 23 novembre, Lee Harvey Oswald est exhibé à la presse. Mais alors qu'il est transféré du commissariat à la prison de Dallas, Oswald est abattu à bout portant par Jack Ruby, un mafieux notoire. « 29 ans plus tard, la thèse officielle selon laquelle Oswald serait l'assassin unique de Kennedy est de plus en plus contestée. Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'un complot dans lequel seraient impliqués les services secrets américains,
les lobbies militaro-industriels, les anticastristes et la mafia. Le vice-président Lyndon B. Johnson en aurait même été informé, selon certains témoignages. Aujourd'hui, une certitude, Oswald n'est pas l'unique assassin de Kennedy, pour autant qu'il ait pu tirer sur le président. Parmi tous les témoins du drame de Dallas que nous avons retrouvé, un homme, Ricky White, affirme que son père, Roscoe White, un policier de Dallas, lui a avoué avant sa mort être l'un des tireurs qui ont abattu Kennedy. Aveu aussi tardif qu'invérifiable. Mon père se tenait ici, juste derrière cette barrière, le jour où Kennedy a été assassiné. C'est lui l'assassin du Grassinol. Mon père a tiré 2 fois sur la limousine alors que le convoi prenait ce virage. La première balle a frappé Kennedy à la gorge, à la hauteur de ses poteaux en bois. La seconde balle, tirée de cette position-ci, a été le coup mortel. Il y avait 2 autres tireurs ici avec mon père. En tout, il y avait 3 tireurs à Dealey Plaza. 3 tireurs, Oswald, au 6e étage de la bibliothèque selon la police. Roscoe White, ici à Grassinol, selon son fils, et puis enfin un autre tireur. Embusqué dans une bouche d'égout, c'est ce qu'affirme Penn Jones, un colonel en retraite qui a mené sa propre enquête. L'homme était adossé là. Dans cette position, il pouvait voir la rue en enfilade et tirer sur le président Kennedy. Nous pensons qu'il avait des balles explosives. Témoins privilégiés de l'attentat, les spectateurs qui se trouvaient sur ce pont, des cheminots. Ils accréditent la thèse du fils de Roscoe White selon laquelle son père est l'un des assassins de Kennedy. D'où avez-vous entendu venir ce 3e coup de feu? Environ 7 à 10 mètres d'ici, juste vers cette barrière en bois. Et où était la fumée que vous avez vue? Elle sortait d'en dessous ces 2 arbres-là. De derrière la barrière? Oui, de derrière la barrière. Autre témoin, le gouverneur de l'État du Texas qui a failli trouver la mort dans l'attentat, John Connally. Il était assis à l'avant de la limousine présidentielle. Il a toujours été convaincu que les 3 coups de feu n'avaient pu être tirés d'un seul et même endroit. Je suis convaincu sans l'ombre d'un doute que le premier coup de feu qui a été tiré ne m'a pas atteint. Ensuite, j'ai été touché. J'ai été sonné et je ne me souviens plus avoir entendu le coup de feu qui m'a touché. J'affirme sans l'ombre d'un doute que le 3e coup de feu ne m'a pas atteint non plus. Dans les secondes qui suivent l'attentat, aucun des premiers témoins interrogés à chaud par les radios et les télévisions ne parle de coup de feu tiré depuis la bibliothèque. Je me trouvais à 10 ou 15 mètres du président. Je l'ai vu arriver vers nous. Mon petit garçon et moi étions sur la pelouse de Commerce Street. J'ai demandé à mon petit Joe de faire un signe de la main. J'ai salué moi aussi. Et alors, alors que le président nous faisait signe de la main, les coups de feu ont éclaté et il a fait un bond sur son siège. Sa femme s'est penchée sur lui lorsqu'un autre coup de feu est parti. Il s'est écroulé. Ces coups-là l'ont atteint et il a disparu dans le fond de la voiture. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai attrapé mon garçon et je me suis couché sur lui. J'espérais qu'il n'y avait pas un tireur fou. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider davantage. Je n'oublierai jamais. On le remarque très nettement sur ces documents. Les policiers et les spectateurs courent tous en direction de Grassinol, d'où les coups de feu ont été tirés et entendus. Alors que la voiture passait devant nous, des coups de feu venant de derrière ont touché le président à la tempe. Et vous pensez que les premiers coups de feu ont été tirés également de derrière vous? Oui, du même endroit. Vraisemblablement du petit monticule. J'ai senti que les coups de feu passaient juste au-dessus de nos têtes.
Alors que s'ils avaient été tirés depuis le 6e étage de la bibliothèque, nous aurions été exactement dans la ligne de tir. Nous aurions été vraisemblablement en très grand danger. Malgré tous ces témoignages, mais aucun d'entre eux ne sera retenu, la commission d'enquête conclut que tous les coups de feu ont bien été tirés depuis la bibliothèque par Lee Harvey Oswald. Cette même commission qui établit qu'Oswald quitte aussitôt le 6e étage de la bibliothèque pour se rendre chez lui. Là, il y prend un revolver dont il se sert pour abattre l'agent de police Tippit. Il est ensuite arrêté dans un cinéma. Rocambolesque, c'est la vie de Mary Ferrell qui, elle aussi, a enquêté sur l'assassinat de Kennedy. J'ai entendu à la radio la description de l'agresseur présumé. Ils donnaient cette description. Blanc, mâle, 1m80, 73-75 kg approximativement, chemise blanche, pantalon kaki, à peu près 30 ans. Cette description pouvait convenir à 1 demi-million d'hommes à Dallas. 1 heure et 1 minute plus tard, à 1h51, ils avaient capturé Lee Harvey Oswald, assis dans le Texas Theater. Quand j'ai entendu qu'ils l'avaient capturé, j'ai pensé que la police avait fait un travail étonnant. Avoir réussi à traquer cet homme qui ressemblait à des milliers de Texans et à l'avoir trouvé à l'autre bout de Dallas, au Texas Theater, c'était très remarquable. Plus troublant encore, le fameux fusil qu'aurait utilisé Oswald pour assassiner Kennedy. Selon Mary Ferrell, l'arme qu'on a exhibée n'était pas celle qu'avait commandée Oswald. Oswald a commandé son fusil au Clan Sporting Goods de Chicago en février 1963. Il a commandé ce fusil un 6 mm 5 Mannlicher Italian Carcano. Il est décrit comme faisant 90 cm hors tout, $12,88. Bien, nous savons que le fusil trouvé au 6e étage du School Book Depository l'après-midi du 22 novembre 1963, faisait 1 mètre hors tout. Et cependant, personne ne s'est demandé comment, après avoir commandé un fusil de 90 cm, il avait tué le président avec un fusil de 1 mètre. Ce fusil, au dire de J. Edgar Hoover, avait une gâchette rouillée, une culasse qui ne marchait pas bien, et personne ne peut tirer 3 fois avec précision sur une cible mouvante en 6 secondes avec ce fusil. Le 24 novembre, 2 jours après l'assassinat de Kennedy, Lee Harvey Oswald est abattu à son tour dans le garage du commissariat central de Dallas par Jack Ruby. Des millions d'Américains sont témoins de son assassinat retransmis en direct par la télévision. La mort d'Oswald ajoute encore au mystère de Dallas, car au cours des interrogatoires qu'il vient de subir, Oswald n'a rien avoué, ni l'assassinat de Kennedy, ni l'assassinat du policier Tippit, ce que révèle pour la première fois à la télévision Jim Leavell, le policier qui est aux côtés d'Oswald lorsqu'il est abattu. Oswald était très calme, plus calme que n'importe quel criminel dans de telles circonstances. Il m'a dit « Je n'admets pas être soupçonné d'avoir tué qui que ce soit, et encore moins un officier de police. Maintenant, si vous voulez que je reconnaisse avoir frappé un agent, ça je le reconnais. » Oswald faisait allusion au policier Adam, qu'il avait boxé lors de son arrestation au cinéma Texas. Je lui ai dit « Lee, tu sais que l'on peut faire des tests balistiques avec le pistolet qu'on a trouvé sur toi et démontrer qu'il a servi à tuer l'agent de police Tippit. » Il a répondu, eh bien, je ne demande que cela.
En vérité, tant qu'il a vécu, Oswald n'a jamais reconnu avoir tué quelqu'un. Si Oswald n'est pas l'unique assassin de John Kennedy, et tous les témoignages vont dans ce sens, reste donc la thèse du complot dont l'assassinat d'Oswald est la clé de voûte. L'élimination d'Oswald permet en effet à la commission d'enquête de boucler son dossier sans chercher à en savoir plus. C'est le sentiment de Fletcher Prouty, un homme qui pendant 20 ans a fourni la logistique à la CIA pour ses opérations spéciales. Les comploteurs avaient besoin de quelqu'un pour porter le chapeau. Oswald l'a dit lui-même. C'est un coup monté. Qui était Oswald? Un jeune homme très bien lorsqu'il s'engage dans les Marines. C'était un bon marine, hors du commun, envoyé dans la base d'Atsugi au Japon. Pour beaucoup de gens, ce nom ne signifiait rien. Pour moi, si. Atsugi était l'une des bases les plus secrètes de la CIA au Japon. Reste la personnalité très ambiguë d'Oswald. Comment expliquer que ce marine qui avait travaillé dans une base secrète de la CIA ait pu se rendre en Union soviétique, y épouser une Russe, Marina, puis revenir aux États-Unis sans problème, alors qu'à l'époque il était interdit aux citoyens américains de pénétrer en URSS. La CIA utilise devant la commission Warren ce passé d'Oswald Kuzuma pour accréditer la thèse d'un complot soviétique. L'avocat Mark Lane se bat depuis le 22 novembre 1963 pour démontrer l'innocence d'Oswald, pour prouver qu'il y a bel et bien eu complot contre Kennedy. Juste avant l'assassinat et après l'échec de la baie des Cochons, la situation était terrible pour Langley, le quartier général de la CIA. Ils pensaient qu'ils étaient condamnés et croyaient que tout était fini. Kennedy avait commencé un processus de paix, un début de rapprochement avec Cuba, le désengagement militaire au Vietnam. C'était l'arrêt de mort de la CIA. À cette époque, l'Amérique était à l'aube d'une ère nouvelle. Kennedy allait être réélu en 1964. Bobby était en pleine ascension. Son frère l'aurait nommé pour 4 ans à la tête des organismes internationaux d'espionnage. Et qui pouvait prédire ce que Teddy allait devenir et faire? La dynastie des Kennedy signifiait la fin de la CIA. Puis il y a eu les coups de feu tirés à Dallas. Ce fut la fin des Kennedy. Bobby fut éliminé un peu plus tard. Quant à Teddy, il s'est autodétruit. Dans tous les cas, les Kennedy étaient finis. Aujourd'hui encore, la CIA gouverne l'Amérique. Après tout, qui est aujourd'hui le président des États-Unis, sinon l'ancien directeur de la CIA? Maître d'œuvre du complot, la CIA, que Kennedy voulait décapiter. Au fil des années, les services de renseignements américains sont devenus un véritable État dans l'État. Avec ses 30 000 espions dans le monde, la CIA est une organisation tentaculaire. Tous les gens de l'ombre ont un pouvoir énorme. Nous savons tous qu'ils existent. Ceux qui l'ignorent manquent d'expérience dans ce milieu. C'est sous cet angle qu'il a pu y avoir une opération commanditée par ce type d'organisation. À l'époque, elle avait besoin d'écarter Kennedy de la scène politique. Peut-être pour s'assurer que la guerre du Vietnam continuerait. N'oublions pas qu'à peine un mois auparavant, Kennedy avait annoncé qu'il ramènerait les Américains du Vietnam. Ça signifiait pour les lobbies un manque à gagner de 220 milliards de dollars. Je pense que ce sont des raisons assez importantes. Or, il fallait une raison très importante pour justifier l'assassinat d'un président des États-Unis. Kennedy est-il assassiné parce qu'il voulait mettre fin à la guerre du Vietnam, parce qu'il voulait un rapprochement avec Fidel Castro et réorganiser la CIA? La politique affichée par Kennedy pour sa réélection ne pouvait que déplaire au lobby militaro-industriel, déplaire aux anticastristes, déplaire enfin à la CIA. Kennedy voulait que je développe auprès de Castro, ce que d'ailleurs j'ai fait. Premièrement, dans la mesure où vous voulez être un État indépendant, social, épris de justice, pur. Nous sommes derrière vous. Je suis, moi, John Kennedy, derrière vous. Si même vous voulez être communiste, je n'en suis pas. Je le regrette. Mais après tout, ça ne me fait rien. Je suis bien d'accord avec Tito. Je suis d'accord avec Sékou Touré. Il disait souvent ça. Ils sont communistes. Ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas avoir près de moi, à quelques miles de la Floride, un État qui est devenu un pion de l'Union soviétique. Ça, jamais, il faut qu'il le sache, jamais, jamais, jamais.
Castro a demandé à Jean Daniel « Dites-moi encore ce que Kennedy a dit à propos d'un pays socialiste dans cet hémisphère ». Il lui a fait répéter 3 fois. Ensuite, toujours selon Jean Daniel, Castro a déclaré que Kennedy avait le pouvoir de devenir le plus grand président dans l'histoire de l'Amérique. Quant à l'Union soviétique, a poursuivi Castro, nous sommes un pays indépendant et personne ne peut nous dicter ce que nous devons faire. Bref, la dialectique révolutionnaire classique. Mais il envisageait effectivement un accord avec les États-Unis. C'est ce jour-là, alors qu'il déjeunait avec Jean Daniel, que la radio a annoncé que Kennedy avait été assassiné. Castro s'est tourné vers Jean Daniel en lui demandant « Qui dirige la CIA ?» Et il a ajouté « Tout est terminé maintenant. Le rapprochement avec l'Amérique est mort. » J'ai eu, moi, l'impression qu'il se disait, au fond, au moment où on pouvait tenter un rapprochement, on assassine ce type, c'est suspect, et plus, on va me le mettre sur le dos. Donc, il a senti qu'il y avait un complot. L'hypothèse du complot ne l'a pas quitté jusqu'à mon retour qui a eu lieu le surlendemain. Ce sont des gens qui ne sont pas seulement des ennemis de Kennedy intérieurs, bien qu'ils se disaient, en gros, qu'aux États-Unis, on assassinait assez vite les présidents. Mais en plus, comme il est assez égocentriste, et pour cause, puisqu'il était parti dans une affaire, il avait l'impression que des choses pouvaient se passer entre lui et Kennedy, et qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que ça ne se passe pas. C'était l'hypothèse qui a été formulée, une des hypothèses, par Castro à ce moment-là. So, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Incontestablement, le style Kennedy dérange. Au cours de son premier mandat, John Kennedy et son frère Bobby, alors ministre de la Justice, se sont fait beaucoup d'ennemis, tous très puissants. Qu'il s'agisse de la mafia, du syndicat des camionneurs, du FBI ou de la CIA. Dans cette logique, il était hors de question que Kennedy soit réélu. La CIA fait partie du gouvernement, c'est pour ça qu'on l'appelle une agence. Mais il y a beaucoup d'autres organisations gouvernementales qui ont les mêmes pouvoirs. À vrai dire, il existe aussi des organisations non gouvernementales qui ont les mêmes moyens que la CIA. Il faut une organisation de ce type avec d'énormes pouvoirs et utilisant les mêmes procédés, c'est-à-dire des tueurs entraînés pour ce genre de boulot. Elle seule a pu tuer Kennedy, mais pas un homme isolé. C'est se moquer des gens que de faire croire qu'un seul homme ait pu assassiner Kennedy. Alors, à qui profite le crime? Lyndon Johnson succède à Kennedy qui n'entretenait pas les meilleurs rapports avec son vice-président. Madeleine Brown, qui en 63 était la maîtresse de Johnson, affirme aujourd'hui qu'il lui a téléphoné le 22 novembre au matin, quelques heures seulement avant l'assassinat de Kennedy. Témoignage sous toute réserve. Lyndon était furieux. Il m'a dit qu'à la fin de la journée, plus jamais les Kennedy ne l'embarrasseraient. Ce n'était pas une menace en l'air, c'était une promesse. Il savait ce qui allait se passer. Au Nouvel An, quand je lui ai reposé la question sur sa responsabilité, je lui ai dit « Les gens de Dallas commencent à parler. Ils disent que tu es responsable. Jack Ruby a mentionné ton nom. » Johnson a piqué une énorme colère. Il a frappé le mur avec ses poings. Il le faisait parfois. Il m'a dit qu'il n'était pas responsable, mais que c'était les Fat Cats, comme il les appelait, les manias du pétrole texan et la CIA. 2 ans et demi après le fiasco de la baie des Cochons, la CIA continue de soutenir les mouvements anticastristes. Elle est même parvenue à infiltrer l'entourage de Fidel Castro en y plaçant un de ses agents. On le voit ici sur cette photo. Son nom, Frank Sturgis. Il sera par la suite l'un des cambrioleurs du Watergate. Sturgis fait la connaissance de Marita Lawrence, la maîtresse de Castro. L'agent de la CIA réussit à la convaincre de travailler pour les services de renseignements américains. On retrouvera Marita Lawrence et Frank Sturgis à Dallas la veille de l'attentat. Je ne peux pas dire que j'ai subi des pressions pour m'obliger à partir. Mais un jour, Sturgis m'a dit « J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. » Je n'ai pas accepté tout de suite. Mais vous êtes parti. Oui. Et c'est plus tard que vous avez découvert que Frank Sturgis appartenait à la CIA? Oui. Déjà lorsqu'il travaillait chez Castro? Oui. Il vous l'a dit? Oui. Et vous êtes allé aux États-Unis?
Oui, j'y suis partie. Ensuite, vous avez travaillé pour des organisations gouvernementales. Oui. Lesquelles? Le FBI et la CIA. En novembre 1963, Frank Sturgis dit à Marita Lawrence « Nous avons un gros coup en vue ». Marita est partie de Miami pour Dallas dans une voiture chargée d'armes. À Dallas, ils sont descendus dans un motel où ils ont rencontré Jack Ruby, l'homme qui devait abattre Lee Oswald. Ensuite, ils ont vu un certain Howard Hunt. Selon Marita Lawrence, il a donné l'argent pour payer les frais de l'opération. Vous a-t-on dit de quoi il s'agissait? Non, je pensais que nous devions aller chercher quelqu'un ou prendre des armes en plus. Cela me semblait bizarre, parce que nous avions apporté des fusils longue portée à lunettes. C'était l'attirail complet pour un assassinat. Alors Marita a dit « C'est vraiment trop gros pour moi ». Elle était dépassée. Sentant qu'elle n'était pas d'accord, ils lui ont dit de partir. Les obsèques de Kennedy ont lieu à Washington le 25 novembre, au lendemain de l'assassinat d'Oswald. 4 jours plus tard, Johnson nomme une commission d'enquête dirigée par le président de la Cour suprême, Earl Warren. C'est lui qui conclura la thèse de l'assassin unique. La CIA a raconté au juge Earl Warren que Lee Harvey Oswald était allé à Mexico en septembre 63, 2 mois avant l'assassinat. Qu'il y était soi-disant resté jusqu'au 1er jour d'octobre, qu'il se serait rendu à l'ambassade soviétique. Puis le président a dit à Earl Warren que si cette vérité-là éclatait, elle pourrait provoquer la mort de 40 millions de personnes en déclenchant la Troisième Guerre mondiale, une guerre nucléaire. Warren a dit « Nous devons mettre de côté nos principes et tenir compte de ce qui s'est passé. Cette affaire est absolument extraordinaire, nous devons y faire face. » Ce que Warren voulait dire, c'est qu'il fallait mentir au peuple américain. Difficile de dire dans tout cela ce qui est le plus pathétique. Est-ce Earl Warren qui décide de mentir au peuple américain parce qu'il pense savoir ce qui est préférable pour lui, ou bien sa stupidité parce qu'il a cru à l'histoire racontée par la CIA? Oswald n'était pas allé à Mexico, n'avait pas rencontré Kostakov du KGB, n'était pas à l'ambassade soviétique et ne s'était pas rendu à l'ambassade cubaine. Qui est assez puissant, je vous le demande, pour dicter au plus haut magistrat américain, responsable de la Cour suprême des États-Unis, responsable d'une commission d'enquête, que c'est Oswald qui a tué le président, alors que tous les faits prouvent le contraire? En d'autres termes, qui peut contraindre le chef de la justice, 2 sénateurs, 2 membres du Congrès et des hommes d'affaires éminents à signer un document mensonger? Un mensonge pour l'histoire. Il faut beaucoup de pouvoir pour obtenir cela. Et c'est ce pouvoir qui a tué le président. Après les événements de Dallas, j'ai été longuement interrogée par le FBI. Ensuite, ils m'ont laissé tranquille. 2 ans plus tard, Sturgis est venu me voir. Il m'a dit « Tu te souviens, ce job, ce boulot que nous avons fait à Dallas ?» J'ai répondu « Pas nous, vous ». Il m'a dit alors « Ce jour-là, on a eu Kennedy ». J'ai répondu « Tu plaisantes ». C'est pour ça que tu étais là-bas lorsque tu m'as fait rentrer? Oui, mais qui pourra le savoir? Qui pourra le prouver? À ce jour, 80 témoins sont décédés dans des circonstances douteuses. Quant à ceux qui savent, ils se taisent et s'entourent de précautions. En 2013, toutes les pièces du dossier seront rendues publiques, mais est-ce pour autant que l'on fera toute la vérité sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy? C'était le 22 novembre 63 à Dallas. Retour en France pour le 2e reportage de ce magazine.